Excellent. Donc, bon après-midi tout le monde. Bienvenue à notre webinaire aujourd'hui, Construire plus et émettre moins, stimuler et verdir la construction au Canada. C'est vraiment un plaisir de voir autant de gens à ce webinaire aussi important. Je m'appelle Raphaël, je suis le directeur des trajectoires régionales et le responsable du Québec ici à l'accélérateur de transition. Je serai le modérateur pour la rencontre d'aujourd'hui. Avec nous pour la discussion, on est chanceux d'avoir deux panélistes chevronnés, Geneviève Roy, vice-présidente environnement et développement durable chez Pomerleau, et Clément Bosselier, qui est conseiller principal durabilité et environnement chez Econ. Bonjour à vous deux. Puis avant de commencer, je vais juste reconnaître évidemment les territoires traditionnels des peuples autochtones sur lesquels on vit et on travaille à l'accélérateur. On a une équipe qui s'étend de la Colombie-Britannique jusqu'à Terre-Neuve. Puis on reconnaît évidemment et on respecte les liens continus entre les peuples autochtones puis la terre, puis on s'engage dans ce processus-là de réconciliation. Puis je vais juste partager mon écran à l'instant pour la présentation d'aujourd'hui. Alors, l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est effectivement de lancer le rapport qu'on vient de publier un peu plus tôt ce matin, qui s'appelle Stimuler et verdir la construction au Canada, comment bâtir plus et émettre moins. C'est le fruit d'une collaboration unique entre 9 des plus grandes entreprises de la construction au pays qui se sont regroupées pour former l'Alliance pour la durabilité de la construction au Canada, ou la DCC. L'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'est simple, c'est de montrer comment le secteur de la construction au Canada peut construire plus tout en émettant moins. Puis pour y arriver, on va diviser le webinaire en deux parties. La première partie va se concentrer sur la présentation des constats clés du rapport. Puis on va vous donner un peu une perspective par rapport à ce qu'on en ressort, puis les éléments que vous pouvez reprendre de votre côté. Puis la seconde partie, on va aller en panel questions-réponses avec nos deux panélistes qui sont sur l'appel aujourd'hui pour rentrer un peu plus dans le détail du rapport. J'en profite justement pour inviter les gens à utiliser le bouton Q&A de Zoom pour pouvoir soumettre vos questions. L'intention, c'est lors du panel que je puisse prendre ces questions-là puis les fournir directement à nos panélistes pour qu'on aille un peu plus loin dans le rapport. Fait qu'au cours de la présentation, s'il y a quoi que ce soit qui vous intéresse ou que vous voulez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à le mettre dans les questions-réponses, ça me fera plaisir de m'y rendre lorsqu'on est là. Mais avant toute chose, avant d'entrer dans la conversation, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui aussi M. Michel Binette, président directeur général du Conseil des infrastructures. Michel a gracieusement accepté de dire quelques mots d'introduction pour nous mettre en contexte sur le leadership du secteur puis parler davantage de la durabilité en construction. Fait qu'avec ça, Michel, je vais te passer la parole pour nous mettre en contexte puis nous présenter pour cette rencontre-là. Merci beaucoup, Raphaël, et merci tout le monde d'être présent avec nous aujourd'hui. Je pense que on a tout un panel. Je connais bien Clément et Geneviève, qui sont évidemment Econ et Pomerleau, qui sont deux de nos grands partenaires au Conseil des infrastructures. Si tu me le permets, Raphaël, je prendrai une minute ou deux pour parler un peu du Conseil des infrastructures. Le Conseil des infrastructures existe depuis maintenant 30 ans. Ah oui, cette année, en 2025, on célèbre et on souligne notre 30e anniversaire. Donc, le Conseil des infrastructures, c'est ce qui nous distingue des autres organisations dans le secteur de la construction, c'est que nous regroupons l'ensemble de l'écosystème de l'industrie des grands projets d'infrastructure au Canada, au Québec et même en Amérique du Nord. En fait, nous, notre membership est composé évidemment principalement les entrepreneurs généraux. On a autour de la table, on a les grandes firmes de génie. On a aussi les grandes firmes d'architectes. On s'ajoute à ça, évidemment, on ne pourrait pas passer à côté, les avocats, les comptables, les banques, les fonds d'investissement, les cautions, les assurances. Et depuis maintenant mon arrivée, et j'ai le privilège de diriger le conseil depuis maintenant presque 3 ans, on m'avait demandé de nous rapprocher. Et ça, Raphaël, tu en conviens, c'est important de nous rapprocher des donneurs d'ouvrages publics. C'est-à-dire qu'on est dans un trend, si vous me permettez l'expression, on est dans un trend très collaboration, mais les donneurs d'ouvrages publics n'étaient pas très présents autour de notre table. Et on se disait, bien, ça manque à notre action. Donc, depuis 3 ans maintenant,
on a ajouté à notre membership le port de Montréal, l'aéroport de Montréal, l'aéroport MET de Saint-Hubert. On a ajouté Alto, on a ajouté Investissement Québec, on a ajouté CDPQ Infra, on a ajouté Hydro-Québec. Alors là, nous, on a la prétention, et ce dit sans prétention, d'avoir tout l'écosystème assis autour de la même table et ces gens-là se parlent et ils font avancer les choses. Et là, ben, on entre dans le vif du sujet comme ça en disant ben, pourquoi on s'intéresse beaucoup à ce que l'accélérateur de transition a fait comme travail ou fait comme travail, ou même je suis tout excité d'être là aujourd'hui pour entendre Geneviève et Clément nous parler des conclusions du rapport, des recommandations du rapport. Je pense qu'on reconnaît chez nous au Conseil l'importance d'identifier des stratégies permettant d'opérer de manière à faible émission tout en maintenant le rythme de grands projets d'infrastructure et de logement au Canada. Alors, ça, évidemment, c'est dans notre ADN, ça fait partie de nos discussions. Dernièrement, Geneviève avait l'opportunité d'être panéliste d'un colloque qu'on a organisé avec l'Institut adapté de l'École de technologie supérieure de Montréal, qui est, rappelons-le, la plus grande école de génie au Canada. En fait au Québec, mais la deuxième plus grande au Canada. Et l'ETS avait invité Geneviève et d'autres panélistes d'Hydro-Québec, entre autres, et de la CDPQ Infra, à venir nous parler de l'impact des changements climatiques sur les infrastructures. Et Geneviève a abordé à ce moment-là son travail qu'elle faisait avec le fameux groupe D9. Et wow, moi, j'ai dit, j'ai hâte d'entendre, mais j'ai hâte de comprendre où tout ça s'en va. Donc, on veut quelle démarche collective on peut faire où les principaux entrepreneurs généraux unissent leurs forces pour réduire les émissions de chantier et partager des données concrètes. Ça, moi, j'en prendrai pas plus de mon temps qu'on m'a alloué aujourd'hui pour dire, hey, moi, j'ai hâte d'entendre ça. Puis, quel est le rôle et le leadership des politiques publiques? T'sais? Alors, je l'ai dit tantôt, les donneurs publics sont maintenant autour de notre table. Fait que nous, il faut qu'on ait des messages à passer. Eux en ont, mais nous, il faut qu'on en aille aussi. Alors, comment on va incorporer ça éventuellement, les efforts qu'on pourra faire pour réduire nos émissions de GES, par exemple, et avec toutes les recommandations qui seront faites dans le rapport. Donc, je m'arrête ici. Je te remercie beaucoup, Raphaël. Et je vous remercie tous et toutes d'être là. Et évidemment, le Conseil des infrastructures demeure un allié précieux, je suis convaincu. Alors, on a une valeur ajoutée réciproque de travailler ensemble, puis je suis très fier de cette nouvelle collaboration. Merci, Raphaël, puis bonne conférence à tout le monde. Super. Un gros merci Michel, puis je suis absolument d'accord. Je pense que le leadership du Conseil des infrastructures va continuer à être un alliage important là, de cette roue-là pour faire avancer les choses puis s'assurer qu'on ait des résultats concrets. Fait que merci beaucoup pour ta présence et tes mots. Puis pour commencer, en fait, je vais partager mon écran à nouveau, puis je vais laisser la parole à Geneviève pour donner un petit aperçu, en fait, de cette initiative-là. On parle du rapport. Geneviève va mettre en contexte un peu l'alliance, l'initiative, puis après ça, nous lancer un peu dans les premiers constats du rapport. Fait que Geneviève, je te laisse la parole. Oui, merci Raphaël. Très excitée, ça fait à peu près 2 ans qu'on pense à cette journée, que les 9 grands entrepreneurs généraux, on s'est réunis, puis on a commencé à collaborer, puis on a fini par créer cette alliance pour la durabilité de la construction au Canada. Peut-être que je fais un petit pas de recul, là. Tu sais, chacune des grandes compagnies que vous voyez à l'écran ont travaillé fort dans les dernières années pour se doter de cibles de décarbonation, pour implanter des initiatives sur leur chantier pour se décarboner. Puis assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas avancer seul. On est tous dépendants dans notre marché des requis de nos clients, de la disponibilité des équipements, la disponibilité des matériaux, notre capacité à se raccorder au réseau électrique, les codes de construction, la réglementation.
il y a beaucoup d'éléments qui limitent notre champ d'action, puis qui fait qu'on ne peut pas aller nécessairement jusqu'où on souhaiterait aller. Puis il est devenu évident il y a environ 2 ans, comme j'ai dit, qu'il fallait se regrouper, qu'il fallait collaborer, puis essayer de voir comment les 9 grands joueurs, on pouvait lancer un signal au marché, un signal clair qu'on est innovant, qu'on est prêt à le faire. Mais il faut qu'il y ait comme un mouvement de groupe. Fait que Clément et moi, on est assez fiers aujourd'hui de vous présenter la première alliance des grands entrepreneurs généraux. On a comme mission au sein de cette alliance-là de verdir notre industrie. On commence par la décarbonation des chantiers, mais il y a évidemment d'autres sujets qui nous allument et qu'on commence à discuter. Si on passe à la prochaine slide, Raphaël. Donc, vous voyez les 9 grands joueurs autour de la table. On a travaillé de près avec l'accélérateur de transition pendant 1 an pour mettre en commun toutes les données des émissions de chantier à travers le Canada. Et ça nous a permis d'identifier 5 grandes actions qui ont un impact très significatif, comme vous allez voir dans les chiffres, en termes de réduction des émissions, puis qui peuvent être déployées dès maintenant, mais aussi progressivement pour les 5 à 10 prochaines années. Je te passe la parole, Raphaël, je pense, pour la suite des choses. Parfait. Merci, Geneviève. Puis effectivement, je vais rebondir un peu là-dessus pour simplement mettre le cadre en contexte. Effectivement, l'accélérateur de transition a travaillé avec l'Alliance, surtout pour venir soutenir les travaux analytiques, mais surtout aussi pour aider à bâtir cette nouvelle vision-là de ce qui devrait être fait dans l'industrie. Ça, on peut aller directement dans la décarbonation, mais évidemment, il va y avoir une tension avec la capacité de rencontrer les contrats, de remporter des projets lors d'appels d'offres, où on peut se concentrer uniquement sur les gains économiques, les appels d'offres, gagner tout, mais sans porter attention à la décarbonation, la propreté des chantiers. Nous, ce qu'on voulait faire justement avec cette alliance-là, c'est d'un peu rejoindre les deux. Fait que ce que vous voyez à l'écran, évidemment, dans le contexte actuel où l'industrie de la construction fait face à des demandes excessivement importantes pour bâtir l'infrastructure dont on a besoin, logement, projets énergétiques et le reste, comment on peut s'assurer qu'alors que ces projets-là cheminent, l'industrie de la construction peut également travailler à réduire ses émissions directement sur le chantier? Une des choses qu'on va voir dans les chiffres aujourd'hui, mais qui est important de retenir, c'est que quand on regarde l'éventail complet des émissions de la construction au Canada, que ce soit au niveau des matériaux, que ce soit au niveau de l'opération des bâtiments ou à la fin de la chaîne en fin de vie, l'une des choses sur lesquelles on s'est concentré dans ce rapport-là, c'est tout ce qui est l'installation et la construction même, donc les chantiers spécifiquement. Le rapport ne traite pas, par exemple, des matériaux directement, ne traite pas de l'opération des bâtiments ni de la fin de vie. Comme Geneviève le mentionnait, c'est des enjeux que l'Alliance va probablement se saisir prochainement, mais le premier rapport est vraiment venu pour venir cerner l'opportunité à saisir sur les chantiers. De notre côté, ce qu'on voit, c'est que possiblement c'est une première analyse en ce genre en Amérique du Nord, certainement, ou à travers le monde, on n'a pas trouvé de comparable qui est à ce niveau-là en termes de niveau d'information qui est contenu, en termes d'analyse qui a été réalisée. Donc, c'est une première pour venir vraiment de manière systémique comprendre l'écosystème des chantiers, puis voir comment on est capable de faire avancer ces projets-là de décarbonation tout en maintenant l'excellence opérationnelle. Là, vous le voyez à l'écran ici, le rapport en soi, pour vous mettre en contexte, la portée du projet se centrait vraiment, comme je mentionnais, sur les étapes de la construction, les émissions qui sont propres à ces étapes-là. On a collecté à travers le groupe des 9, donc les 9 membres de l'Alliance, au-dessus de 600 projets, les données de 600 projets par rapport à la consommation d'énergie, le type d'équipement qui est utilisé sur les sites. On les a ensuite séparés par type de projet, donc que ce soit des projets industriels, que ce soit des projets de bâtiment, des projets d'énergie ou autres. On les a séparés dans le rapport pour essayer de voir les différentes tendances dans ces groupes-là. On a également classé les projets par carburant, donc les types de carburant que vous voyez sur le graphique de droite. Évidemment, une des choses qui est la plus importante à retenir de ce rapport-là, c'est que le diesel joue un rôle excessivement important dans les chantiers à travers le Canada. Donc, dans une perspective où on essaie de réduire les émissions, c'est sûr qu'il y a une stratégie cohérente qui s'applique sur le terrain pour venir gérer cette utilisation-là du diesel est excessivement importante. C'est une des choses qui est venue assez rapidement de cette analyse-là. Puis la dernière chose, comme je le mentionnais, on se concentre vraiment sur les émissions qui viennent de la construction, que ce soit l'utilisation de véhicules lors du chantier, que ce soit l'utilisation d'énergie comme d'électricité ou du diesel ou autre pour le chauffage,
mais tous les équipements qui sont utilisés pour faire la construction sur le chantier, ça a été l'objectif de venir voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Ensuite, une fois qu'on a réalisé de notre côté, évidemment avec les 600 et plus projets, la proportion d'énergie qui est utilisée sur les sites, on pouvait déjà commencer à penser à quelles sont les alternatives qu'on peut regarder pour les chantiers au Canada. Il y a plusieurs alternatives, peu importe le type d'équipement dont on regarde, que ce soit au niveau des excavateurs, est-ce qu'il y a des alternatives au niveau hybride par rapport au modèle actuel ou même électrique? Même chose pour le chauffage, est-ce qu'il y a des alternatives électriques au chauffage actuel? Il existe des alternatives dans plusieurs types d'équipements, mais au lieu de regarder froidement les alternatives qui existent et dire c'est absolument ce type d'alternative-là qu'il faut aller pour l'industrie de la construction demain matin, on a davantage pris une approche pour passer toutes ces alternatives-là à travers les 4 dimensions que vous voyez à gauche de l'écran. Validité technique. Est-ce que l'alternative qu'on regarde pour une source d'émission est mature, disponible et répond aux besoins? Est-ce que cet équipement-là peut également être compétitif d'un point de vue coût? Les gens qui sont sur la ligne, qui sont dans ce domaine-là comprendront évidemment que, surtout pour des équipements électriques, souvent, il y a un coût additionnel associé à ces équipements-là, malgré qu'ils coûtent des fois un peu moins cher à opérer. Fait que ça ressemble à quoi la viabilité économique des alternatives qu'on regarde. La faisabilité opérationnelle, il faut que les équipements qu'on met sur les chantiers fonctionnent pour la tâche qu'on a besoin. Puis évidemment, l'acceptation comportementale. Une fois qu'on veut déployer ces équipements-là sur le terrain, est-ce qu'on a besoin de faire de formation additionnelle auprès des superintendants, des gens qui sont sur le site pour aider à comprendre la technologie? Ça ressemble à quoi les défis qui sont associés à ça? À droite de l'écran, je ne passerai pas tout le temps, mais tout simplement, vous voyez un peu les tendances lourdes, peu importe le type d'équipement qu'on regardait. Plus l'équipement est léger d'habitude, plus soit il existe des alternatives sur le marché qui sont électriques et qui peuvent être électrifiées plus facilement que des équipements davantage lourds. Fait que les équipements légers demeurent une opportunité assez clé pour les entreprises dans les prochaines années. Les équipements de taille moyenne, il existe des alternatives, certes, mais évidemment, ceux-là peuvent être planifiés sur un peu plus un long terme alors que la technologie se développe, puis alors que les modèles électriques deviennent disponibles. Les solutions hybrides peuvent jouer un rôle tremplin pour se rendre vers l'électrification, surtout à des endroits où les modèles ne sont pas disponibles. Le quatrième que je mentionnais dans la slide précédente par rapport au rôle du diesel, si on veut essayer d'enlever le plus possible le diesel, qui ne peut pas être évidemment éliminé partout en tout temps à 100%, l'utilisation du diesel renouvelable au moins peut être une solution là où est-ce que ce n'est pas électrifiable, dans des sites qui sont éloignés, pour venir réduire la concentration carbone du diesel utilisé, puis de cette façon-là, réduire les émissions directement sur le chantier. Les connexions précoces au réseau, fait que ça, c'est un des éléments qui va revenir dans le rapport, puis dans la présentation d'aujourd'hui. Geneviève l'a mentionné. Avoir accès à de l'électricité rapidement sur le chantier, c'est un élément qui peut débloquer beaucoup de possibilités pour les joueurs, que ce soit l'électrification de la machinerie ou des outils ou du chauffage. Fait que d'avoir une stratégie qui est cohérente en partenariat avec les fournisseurs d'énergie sur la connexion rapide, ça joue un rôle excessivement clé alors qu'on évalue les différentes options qui existent. Puis parlant de ces options-là, je vais passer maintenant aux 5 grandes actions qu'on a identifiées comme étant les actions avec un impact possiblement le plus fort. Je vais y aller rapidement. Le numéro 1 que vous voyez en haut, électrifier les véhicules légers et les équipements. Ça revient un peu au point que je mentionnais lors de la dernière diapositive par rapport à l'importance ou plutôt l'opportunité qui existe dans les véhicules légers d'être électrifiés. Souvent, ces véhicules légers-là, malgré un investissement un peu plus élevé à l'entrée, vont avoir un retour sur investissement très gérable pour les entreprises. Donc, de faire déjà ces pas-là vers ce type d'équipement, c'est définitivement quelque chose qui peut jouer un rôle assez important dans la réduction des émissions. Le numéro 2, optimiser et électrifier le chauffage. Le chauffage joue un rôle très important dans le portrait des émissions quand on regarde à travers le pays. Donc, d'aller de cette façon-là, commencer par l'optimisation des procédés de chauffage, que ce soit avec des meilleures gestions sur le chantier ou avec des smart controls sur les équipements de chauffage, ça peut jouer un rôle. Une fois que ça s'est fait, évidemment, à terme, l'électrification du chauffage va réduire drastiquement les émissions de carbone sur les chantiers, puis peut jouer un rôle important aussi pour des co-bénéfices comme la sécurité, le silence, les chantiers un peu plus silencieux et tout ça. Passer au diesel renouvelable comme transition, je l'ai mentionné, surtout pour les véhicules ou les équipements qui ne sont pas électrifiables. Commencer avec travailler pour obtenir du diesel renouvelable pour réduire, comme on le met à peu près jusqu'à 25% à terme des émissions à travers le pays pour ces chantiers-là. Le numéro 4 revient au point, évidemment, que je mentionnais par rapport à la connexion précoce sur les réseaux. Surtout, là, on parle pour le numéro 4 de venir brancher au réseau les génératrices. Quand on regarde les génératrices à l'heure actuelle à travers le pays,
quelques-unes opèrent en ce moment au diesel, certainement. Donc, de faire la transition progressivement vers l'électrique va être clé. Mais pour que ça se passe, ça prend des connexions rapides sur le réseau, puis un environnement réglementaire qui le permet de manière plus généralisée. Le dernier que vous voyez, la machinerie d'excavation, on a regardé plusieurs modèles de machinerie d'excavation à travers le pays. Qu'est-ce qui est disponible en ce moment? Ça coûte combien? C'est quoi les différentes modalités que les entreprises doivent prendre en compte? Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelques modèles qui sont disponibles, surtout pour, comme je mentionnais un peu plus tôt, des véhicules légers, des mini-X, certains équipements dans cette catégorie-là. Il y a certains modèles hybrides qui sont disponibles, mais à travers le temps, ce qu'on s'attend, c'est qu'évidemment, il va y avoir davantage de modèles qui vont devenir disponibles, surtout pour les classes plus lourdes de véhicules ou de machinerie d'excavation, ce qui rend une occasion intéressante à long terme. Mais sur le court terme, il existe déjà des modèles qui peuvent être étudiés, mis en place par les entreprises avec un retour sur investissement qui est gérable. Le dernier point que je vais faire sur cette diapositive-là, vous le voyez en bas à droite, le potentiel de réduction totale pour l'industrie à 75 %. Le 75 %, en fait, c'est de manière générale à travers l'industrie au Canada, quand on prend en compte, évidemment, les données des 9 entreprises, mais qu'on les généralise pour l'écosystème en général. Si ces 5 actions-là sont mises en place à un bon rythme, d'ici 2040, on s'attend à ce qu'ils pourraient cumuler jusqu'à 75 % de réduction d'émissions sur les chantiers. Puis pour mettre ça un petit peu plus en couleur, cette diapositive-là aide à voir un peu la trajectoire qu'on a établie dans le rapport. Les 25 % d'ici 2030, c'est les éléments qu'on voit comme étant disponibles, prêts à mettre en marché, prêts à être mis en place par les compagnies de construction sur les chantiers. Puis à travers le temps, l'impact cumulatif de mettre ces mesures-là en place nous rend à 75 % d'ici 2040. Cela dit, quelques points assez importants. Je pense que l'élément clé à retenir de cette diapositive-là, c'est que véritablement, quand on met ces actions-là ensemble, c'est des réductions qui sont assez colossales, mais l'important, c'est surtout que les entreprises prennent ces actions-là puis les amènent directement au niveau de leur entreprise. Fait que comme je disais, on a élaboré un rapport au niveau national avec l'aide de ces 9 entreprises-là, mais surtout la prochaine étape qui va être importante, c'est de prendre les 5 actions qui sont dans le rapport, puis après ça, de voir au niveau de votre entreprise quelles actions pourraient être le mieux ajustées à ce qu'on fait directement sur nos chantiers ou nos besoins opérationnels. Fait que l'idée dans cette quantification-là, c'est de donner un ordre d'esprit pour les entreprises, mais vraiment, l'étape qui va avoir un impact, c'est par la suite prendre ces actions-là, voir qu'est-ce qui marche sur le terrain au niveau de l'entreprise, au niveau de votre contexte direct, puis après ça, pouvoir cumuler ces impacts-là à travers le temps. Puis évidemment, je pense que le seul élément que je mentionnerai davantage, pour certaines entreprises qui sont plus ambitieuses, il y a des réductions additionnelles qui peuvent être envisagées, que ce soit avec un passage plus agressif sur de l'électrification à travers les différents types d'équipements. Mais évidemment, tout ça, je pense que donne un ordre de grandeur à peu près sur ce qui est possible à travers le pays. Fait que je vais m'arrêter ici. Je vais passer la parole à Clément, juste pour nous passer en fait en revue. Comme on mentionnait, surtout comme Geneviève le mentionnait d'entrée de jeu, les compagnies de construction peuvent faire beaucoup pour avancer cette transition-là, mais ils ne devraient pas être les seuls à faire ce cheminement-là. Il y a beaucoup de joueurs dans l'écosystème qui ont un rôle à jouer pour soutenir cette transition-là. Clément va en parler un petit peu plus dans la prochaine diapositive. Clément. Merci Raphaël. Bon, comme tu disais, c'est certain qu'on ne peut pas faire ça, nous, les compagnies de construction, tout seuls, sur le coin de notre bureau. Ça va prendre une action concertée de toute la chaîne de valeur. Ça peut être nos fournisseurs, ça peut être des clients, ça peut être des partenaires également. Simplement pour faire passer des technologies qu'on regarde à petite échelle, vraiment les amener à l'utilisation à l'échelle de l'industrie. Je commencerai par parler des entreprises de construction. Bon, c'est sûr qu'on a ici le groupe des 9 qui s'est déjà réuni, qui a mis ses actions en avant. Il y a déjà beaucoup qui est fait dans chacune de ces compagnies, mais c'est sûr qu'en se réunissant autour de ces 5 points, on va vraiment pouvoir stimuler l'adoption de certaines technologies grâce, entre autres, à notre pouvoir d'achat collectif. C'est-à-dire que si toutes les compagnies de construction créent la demande, que le marché entend que, bon, on a besoin de carburant renouvelable, on a besoin d'équipements électriques, il y a une demande qui va être créée, on va créer une sorte d'expertise avec l'utilisation de ces ressources. Puis, bien entendu, les prix vont être beaucoup plus intéressants pour que des plus petits contracteurs peut-être aussi s'intéressent à ces solutions. On a déjà commencé, c'est sûr qu'il va aussi falloir discuter avec les fabricants d'équipements. Bon, les équipements électriques, on le voit au Québec, on n'en a pas beaucoup sur les chantiers, on n'en a quasiment pas.
Ça prend beaucoup de formation. Il y a encore beaucoup de tabous autour des équipements électriques. Donc, on est engagé avec nos fabricants d'équipements pour rendre ça plus intéressant pour nous, avoir des solutions peut-être de location un peu plus flexibles aussi, pour qu'on puisse les essayer, pour qu'on puisse passer à des modèles plus performants de manière plus rapide, mais aussi pour qu'il y ait moins de risques au niveau client dans le déploiement de ces technologies-là. Les distributeurs d'énergie, les fournisseurs d'électricité, tu t'en parlais, Raphaël, c'est vraiment clé pour nos chantiers d'être branchés sur le réseau électrique. On a encore beaucoup trop de génératrices qui tournent 24 heures sur 24 sur les chantiers. Et la raison pour ça, c'est que la majorité du temps, c'est très, très difficile de brancher un chantier sur le réseau électrique quand il n'y a pas de connexion existante. Donc là, on va regarder à simplifier les processus de raccordement, travailler avec les fournisseurs d'électricité à peut-être simplifier ces processus-là, développer les infrastructures requises aussi pour recharger tous les équipements qu'on va vouloir amener sur le chantier, y compris les véhicules puis les plus petits équipements de construction. Les distributeurs de carburant, celui-là, il est vraiment intéressant, puis je suis moi-même en plein dedans en ce moment avec nos fournisseurs. On a commencé à l'échelle de notre compagnie, je sais que Pomerleau également, puis beaucoup d'autres dans le groupe des 9, à utiliser du diesel renouvelable à l'échelle de nos opérations. Sauf que la chaîne d'approvisionnement n'est pas très sécurisée actuellement. Donc, on travaille fort avec nos distributeurs de carburant, on en rencontre d'autres, on les met en relation pour élargir les infrastructures de distribution de carburant renouvelable. On est capable de réduire les émissions jusqu'à presque 80% juste en changeant le carburant qui ne nécessite aucun changement dans nos machines. Puis finalement, les gouvernements. C'est sûr que beaucoup de ces technologies qu'on a actuellement sont arrivées là grâce aux incitatifs financiers du gouvernement. On voit beaucoup de ces incitatifs qui commencent à partir, à être retirés. Ça va être important d'engager les gouvernements pour démontrer que ça va prendre leur appui. Oui, par des incitatifs financiers, mais aussi en incluant ça dans des requis d'approvisionnement des contrats publics. Ça va stimuler la demande. On va être capable d'aller chercher ces solutions-là, puis d'avoir des prix bien plus intéressants, puis surtout montrer qu'au bout du compte, pour nos clients, il y a des gains financiers à instaurer ces technologies-là. Bon, finalement, on a parlé d'émissions, mais qui dit réduire les émissions, moi, je le vois aussi comme un gain financier pour notre compagnie. Puis toutes ces stratégies-là, les 5 actions mises en avant par le rapport, si on les met en œuvre ensemble, ça va amplifier ces effets dans les 3 sphères qui sont à l'écran. Puis ces 5 actions-là vont permettre, entre autres, la croissance de nos entreprises. Ça, c'est mon point préféré. J'étais à une conférence récemment, puis quelque chose qui est resté dans mon cerveau, c'est si le développement durable ne fait pas sauver de l'argent à votre compagnie, c'est que vous faites fausse route. Le développement durable doit être là pour nous faire sauver de l'argent, doit nous ouvrir des nouveaux marchés, des clients qui recherchent des solutions de construction plus durables, des bâtiments plus durables, des technologies plus durables dans la construction. Fait que, travailler ensemble pour vraiment démontrer l'intérêt financier pour la croissance de nos compagnies dans l'incorporation de ces 5 actions. Finalement, la décarbonation des opérations, comme Raphaël l'a très bien illustré, il y a jusqu'à 55% de réduction des émissions qu'on peut atteindre d'ici 2035 avec les 5 actions. Pour répondre, oui, aux exigences climatiques, mais aussi répondre aux beaucoup plus nombreuses demandes de nos clients aux cibles nationales du Canada ou ailleurs où est-ce que les contracteurs travaillent. Puis finalement, l'excellence dans la performance des projets. On voit au travers les initiatives qu'on met en place qu'on a une meilleure maîtrise des coûts. Ça réduit beaucoup les frais d'exploitation, forcément, quand on utilise un camion électrique, quand on utilise un petit équipement électrique, les besoins de maintenance et d'entretien sont bien plus faibles que des camions thermiques standards. On a beaucoup plus de contrôle sur notre échéancier. On est capable d'optimiser nos équipements beaucoup mieux. On n'a pas besoin de coordonner avec une livraison d'essence ou quoi que ce soit. Puis surtout, on a des systèmes qualité précis. C'est des cadres comme LEED, des cadres comme Envision qui sont là pour assurer un petit peu la qualité des initiatives qu'on met en place. Fait
ça fait un petit peu le tour des bénéfices, je pense que ces actions peuvent apporter. Raphaël, je te repasse la main. Super. Merci à vous deux, puis j'espère que ça donne une bonne vue d'ensemble aux participants sur la ligne. Comme je le mentionnais d'entrée de jeu, là, on a un bouton en bas pour les questions et réponses. N'hésitez surtout pas à ajouter vos questions s'il y a des éléments dans cette présentation-là que vous voulez aller un petit peu plus loin ou comprendre davantage. Ça me fera plaisir de les garder et de les utiliser pour carburer notre conversation. Peut-être pour commencer, je commençais de ton côté, Geneviève, là, juste pour aller un petit peu plus loin dans ce qu'on a discuté il y a quelques minutes. Évidemment, les 5 actions qu'on a identifiées dans le rapport jouent un rôle important pour réduire les émissions. Cela dit, je pense je serais curieux de voir, surtout chez Pomerleau, mais également dans l'écosystème de manière générale, est-ce que c'est des éléments que tu vois déjà commencer à être mis en place, ce momentum-là vers la réduction des émissions sur le chantier? Absolument. Puis là, avant de répondre à la question, là, on a fait le webinaire en anglais juste avant, puis on a eu des tonnes de questions. Fait que là, je crée un défi franco-anglo. Je vous invite à participer puis à nous challenger un peu. Oui, en effet, dans les 5 actions, puis là, je vais peut-être prendre la deuxième action qui a été proposée là, sur l'électrification du chauffage. Chez Pomerleau, cette année, on va émettre, on n'a pas fini encore la comptabilisation, mais approximativement 63 65 000 tonnes de gaz à effet de serre. À peu près la moitié, 40 provient du diesel, grossièrement. Puis une grande partie de nos émissions vient du chauffage temporaire sur nos chantiers. On est au Canada, il fait froid, on chauffe l'hiver, on continue les travaux, on cure du béton. Beaucoup de chauffage est requis pour chauffer les espaces de travail, mais aussi pour assurer une certaine température quand on cure le béton. Il y a 2 ans, chez nous, on a lancé un défi à nos équipes qu'on appelait le défi Chauffer mieux. Alors, traditionnellement, pour ceux qui sont dans l'industrie sur l'appel, vous savez, on chauffe avec des chaufferettes qui fonctionnent au gaz naturel ou au diesel, puis on avait des boutons on-off sur nos équipements, donc on surchauffait des espaces, puis en plus des espaces qui sont souvent isolés avec juste des toiles de plastique qui flacotent au vent, donc une très mauvaise isolation de l'espace. Fait qu'on a mis un gros focus il y a 2 ans sur comment, de un, mieux isoler les espaces, s'assurer qu'on est optimal dans la façon d'isoler temporairement les espaces de travail, puis de 2, de travailler avec certains fournisseurs d'équipements pour s'approvisionner en chauffage intelligent. Donc, on parle de chaufferettes qui sont dotées d'un thermostat, donc qui modulent la température, donc qui arrêtent de fonctionner quand on dépasse une certaine température et qui maintiennent la température ambiante autour d'une température choisie. Donc, meilleur contrôle de la température. De 2, on a couplé les chaufferettes avec des sondes dans le béton, ce qui permettait de aussi contrôler la qualité du béton lors de la cure en maintenant une certaine température, puis en étant capable de démontrer que la température était maintenue au cours du cycle de curage. Et finalement, de rendre nos surintendants beaucoup plus autonomes. Donc, de pouvoir suivre à distance sur leur téléphone le chauffage à distance, puis de s'assurer que la température est maintenue, puis que quand il faut pas nécessairement envoyer quelqu'un quand la chaufferette s'éteint, on n'est pas obligé d'envoyer quelqu'un la fin de semaine pour la rallumer en overtime, pour donner un exemple concret. Fait que ce défi-là a fait que l'hiver passé, on a réussi à sauver à peu près 2200 tonnes de gaz à effet de serre, ce qui peut peut-être pas dire grand-chose pour certaines personnes sur l'appel, mais c'est presque un demi-million de dollars en achat de diesel, 475 000. C'est énorme. Fait que quand Clément parlait d'initiatives qui permettent de sauver des coûts, pour nous, c'en était une grosse qu'on a mis de l'avant. Je partage peut-être une deuxième initiative. On parle beaucoup d'électrification, mais tu sais, l'électrification, on ne peut pas tout électrifier, fait qu'il faut avoir un petit peu plus d'autonomie. On a commencé, nous, à développer des roulottes qui sont autonomes. Dans le secteur de la construction, beaucoup des roulottes de chantier, quand on ne peut pas les raccorder au réseau électrique, elles sont raccordées à des génératrices qui fonctionnent au gaz.
Et puis, comme ça, on brûle du gaz à avoir des bureaux de travail dans des chantiers éloignés ou même des fois pas si éloignés que ça. Fait que là, on a développé des roulottes. On est en train de les construire. On va avoir à peu près 25 roulottes dans les prochaines années qui sont 100% autonomes, qui fonctionnent avec des panneaux solaires, avec des thermostats qui sont extrêmement isolés, puis qui nous permet de ne plus avoir à se raccorder au réseau ni à installer des génératrices. Fait que oui, il y a plusieurs exemples que je pourrais vous partager, mais Clément, tu en as peut-être aussi de ton côté que tu aimerais partager avec le groupe. Ouais, puis Geneviève, je ne veux pas te fâcher, tu as pris une des actions, je vais en choisir deux pour donner mes exemples. Vas-y. Donc, comme tu l'illustrais, je pense que tous les contracteurs, on a fait notre inventaire de gaz à effet de serre, puis chez nous, on a remarqué que 65% de nos émissions de gaz à effet de serre de catégorie 1 sont liées au diesel. Il y en a une que je veux partager pour lier un petit peu à mon point là, sur les gains financiers. C'est lié à l'électrification des véhicules légers et de l'équipement. Sur un de nos chantiers, puis entre autres, sur un de nos chantiers, on a mis en place une génératrice hybride qui est en fait un système qui comprend une génératrice puis une batterie. Ça fait 25 semaines que cette génératrice-là est sur notre chantier. Elle nous a sauvé, oui, 91 000 tonnes de CO2, pardon, 91 000 kilos de CO2, je ne vais pas me tromper dans les unités. Puis, ce n'est pas seulement des émissions de CO2 qu'on a sauvées, c'est aussi du carburant qu'on n'a pas mis dans cette génératrice-là. De bout en bout, c'est 91% du carburant qu'on aurait mis, qu'on a sauvé grâce à cette génératrice hybride, simplement parce qu'on n'a pas besoin de 100% de l'énergie de cette génératrice 24 heures sur 24. Ça représente à peu près, basé sur nos calculs, 52 000 depuis les 25 semaines qu'on a cette génératrice. Fait qu'on en a une dizaine à travers nos opérations. Fait que vous pouvez faire le calcul puis imaginer le gain que ça apporte à la compagnie. Un autre que je mentionne, puis je veux vraiment marteler ce point-là, c'est le diesel renouvelable. On a eu une belle opportunité en 2025 d'étendre l'utilisation de ce carburant-là à l'échelle de nos opérations. On estime que d'ici 2032, qui est notre cible intérimaire de réduction de gaz à effet de serre, qu'avec simplement les diesels renouvelables, on est capable de réduire nos émissions de 35% par rapport à 2022. Pourquoi c'est important le diesel renouvelable? C'est parce que c'est vraiment, j'appelle ça en anglais un drop-in replacement. Nos fournisseurs s'amènent vraiment à la machinerie, remplissent le tank, puis nos équipes sur place ne savent même pas que le carburant a changé. Puis ce simple petit changement peut nous permettre de réduire nos émissions de 35%. Je trouve ça fantastique. Puis je vais passer rapidement sur d'autres exemples que les 9 compagnies ont mis en place, les camions électriques de chantier. Peut-être que l'industrie de la construction vient tout le temps avec les gars, les femmes de construction qui se promènent dans leur pick-up truck, puis la fumée noire qui en sort. On commence vraiment à électrifier nos flottes, surtout les camions qui restent sur le chantier. Ça, pour nous, c'est un autre 23% de nos émissions. Puis on a lié ça à un programme anti-marche au ralenti, anti-idling en bon français, qu'on a lié à un programme de récompense pour les employés, parce que l'idée, ce n'est pas d'être la police de la consommation de carburant, c'est vraiment d'inciter à avoir des comportements plus j'ai envie de dire, respectueux de l'environnement. Super. Merci Clément. Puis je pense que ça donne une bonne perspective, surtout qu'il y a de l'action sur les chantiers à l'heure actuelle qui se passe, puis qu'il y a déjà un momentum qui est en train de se construire alentour de ces mesures-là. C'est vraiment c'est une super nouvelle à entendre. Je me tournais vers les questions du public. On en a quelques-unes, dont une qui contient plusieurs questions dans le paragraphe. C'est revenu avec cette question-là, puis une autre par rapport à la raison pour laquelle on s'est concentré sur les émissions de chantier versus les émissions de matériaux versus les émissions de fin de vie. Peut-être juste pour commencer, puis peut-être Geneviève, évidemment, ou Clément, du point de vue de l'Alliance, vous pourrez compléter. De notre côté, quand on regarde les différentes études qui sont réalisées dans le milieu de la construction à l'heure actuelle sur les émissions, il y a évidemment beaucoup qui est fait à l'heure actuelle pour le carbone intrinsèque qu'on appelle, donc les émissions associées aux matériaux des bâtiments. Plusieurs outils commencent à être développés pour la déclaration environnementale de produits, pour l'analyse de cycle de vie, ce genre de choses-là. Donc, évidemment, une partie des efforts qui sont mis sur bien quantifier puis trouver des voies de trajectoire pour ce segment-là.
Sur le côté de fin de vie, il y a encore beaucoup de travail à faire, évidemment, pour s'assurer qu'il y ait moins de pollution qui se ramasse dans les LET ou d'autres endroits, surtout au Québec ou ailleurs. On voyait vraiment qu'il y avait un trou pour le parti chantier. Fait que c'est, comme je mentionnais un peu plus tôt, quand on a regardé à travers les différentes études, il n'y a pas une étude qui s'est vraiment penchée sur comment venir décarboner les chantiers en utilisant des données opérationnelles de joueurs sur le terrain. Fait que c'est vraiment une première qu'on essaie de venir compléter, si on veut, la chaîne de valeur des émissions. Il y a des efforts qui sont faits en amont par rapport aux matériaux, des efforts qui sont faits en aval par rapport à la fin de vie. Mais il y avait un trou au niveau du chantier que ce groupe-là, l'Alliance, a décidé de prendre à cœur et d'essayer de voir avec les données réelles sur le terrain comment on est capable de développer une stratégie pour venir bien cerner ça. Geneviève, avais-tu quelque chose à ajouter sur le côté Ouais. J'ajouterais peut-être que, tu sais, quand on voit la feuille de route net zéro du gouvernement canadien ou quand on regarde des feuilles de route, il n'y a jamais le secteur de la construction qui est isolé. On a toujours une partie de nos émissions qui se retrouve dans le transport, une partie qui se trouve dans le secteur du bâtiment, carbone opérationnel. Puis en mettant en commun les données, on s'est rendu compte que le secteur de la construction pure, là, donc nos émissions sur lesquelles on a le contrôle, notre scope 1 et 2 à nous, ça représente, vous irez voir dans le rapport, mais ça représente en moyenne là, à peu près 13% des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Fait que le secteur de la construction va avoir un rôle qui est pivot dans la carboneutralité du Canada. Fait que ça, c'était un des premiers constats. On se rend compte qu'il y a comme une sous-estimation. Fait qu'il va falloir que l'industrie se mobilise et qu'il y ait des incitatifs, puis que le système change un peu pour nous permettre de se décarboner. Parce que, tu sais, je pose la question, je ne suis pas certaine qu'on pourra atteindre le net zéro sans que l'industrie embarque et mette l'épaule à la roue. Fait que j'ajouterais peut-être juste ça, Raphaël, à ce que tu as dit. Je ne sais pas, Clément, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, je trouve que tu le martèles pas assez. Tu sais, il faut que l'industrie se mobilise. Si on va voir les chantiers en Europe, euh, énormément des solutions dont on vient de parler aujourd'hui sont disponibles. La raison pourquoi on ne les utilise pas en Amérique du Nord, c'est vraiment le manque de demande du marché. Le manque de demande de nos clients, le manque peut-être de législation autour des limites, des contraintes d'émissions sur les chantiers de construction. Fait que ça prend vraiment une mobilisation de l'industrie, une collaboration avec les clients, avec les gouvernements pour arriver à ces objectifs-là. Parce que je partage ton avis que j'ai du mal à voir comment on va atteindre la carboneutralité sans cette mobilisation. Super, merci à vous deux. Puis je combinerai peut-être une prochaine question qui est partagée dans deux questions là, dans le public par rapport au levier d'approvisionnement. Il y a une des questions qui parle surtout là, quel levier d'approvisionnement efficace proposeriez-vous pour réduire les émissions sans augmenter les coûts totaux d'acquisition des projets? Une autre des questions qui parle notamment de est-ce que ça fait partie des prochaines étapes de l'Alliance d'essayer de venir coordonner les différents joueurs au niveau de l'approvisionnement puis faire des revendications d'une façon ou d'une autre? Fait qu'au côté approvisionnement, peut-être commencer avec simplement, est-ce que vous voyez, comment vous voyez un peu ce levier-là s'imbriquer dans la stratégie qui est dans le rapport? Oh mon Dieu, il y avait comme plusieurs aspects à ta question, là. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Clément, tu as peut-être mieux compris que moi la question. Peut-être la première chose que je dirais, puis là, je vais parler pour Pomerleau. Pomerleau, on fait une partie de nos travaux en force propre, mais on s'appuie surtout sur des centaines, des milliers de sous-traitants, de fournisseurs. Donc, on est aussi performant que nos fournisseurs et sous-traitants le sont. Donc, le volet approvisionnement est comme fondamental pour pouvoir atteindre comme notre ambition. Puis évidemment, ben, nos fournisseurs, des fois, ce sont aussi des gros entrepreneurs, mais c'est aussi beaucoup des petits entrepreneurs qui ont moins de capacité, moins de moyens pour, disons, intégrer le développement durable dans leurs pratiques. Fait que je pense qu'il y a comme énormément de collaboration, puis on a un rôle à jouer pour les aider à s'élever. Fait que ça, c'est un des messages qu'on passait dans le panel précédent, de dire, ben encore pas assez souvent, nos sous-traitants, nos fournisseurs, nos partenaires viennent nous voir pour dire, hey, j'ai le goût de faire ça, je ne sais pas par où commencer, peux-tu m'aider? Puis on est souvent très, très volontaire à comme partager des leçons apprises, des outils qu'on a développés. Fait que moi, c'est peut-être un message que je passerai aux gens sur l'appel, c'est comme, n'hésitez pas à demander de l'aide, à collaborer.
Puis même entre nous, au sein de l'Alliance, là, tu sais, je ne vous cacherai pas qu'il y a 2 ans, la première fois qu'on a commencé à cogner à la porte de nos compétiteurs puis dire hey, on se réunit dessus, il y avait un certain malaise. Là, tu sais, on est en compétition, on est partenaire sur certains projets, mais on est avant tout des compagnies compétitrices. Ben, ce malaise-là, au fil du temps, il s'est atténué, puis c'est devenu quand même assez naturel de collaborer parce qu'on s'est rendu compte que de un, le développement durable puis la décarbonation, là, on ne gagne pas des jobs avec ça. Là. Fait qu'il n'y a pas d'avantage compétitif à ne pas se partager cette information-là, de un. De deux, on a besoin l'un de l'autre pour réussir à transformer l'industrie. Puis depuis, ben moi, il y a des initiatives que Econ nous a communiquées, qu'on s'est dit, maudite bonne idée, puis on l'a fait chez nous, puis on a partagé ce que nous on fait, puis on a commencé tranquillement, comme au sein de l'Alliance, à se partager ça. Fait que je pense qu'il y a un grand intérêt entre nous, entre pairs, avec notre chaîne d'approvisionnement, et même, tu sais, on parle beaucoup de formats de contrats maintenant plus collaboratifs, même avec nos clients, de commencer à dire, ben, tu sais, quand vous écrivez ça dans les appels d'offres, là, très difficile pour nous d'être innovants ou d'arriver avec des initiatives de décarbonation, on vous proposerait plus ça, puis de commencer un peu plus à se parler dans l'écosystème. Fait que là, je suis peut-être allée complètement hors de la question, mais le message reste le même, là. Excellent. Clément, est-ce qu'il y avait peut-être des leçons, surtout sur les critères d'approvisionnement, ce genre de choses-là, ou est-ce que vous voyez un rôle pour ça de jouer dans l'accélération des mesures sur le terrain? Oui, je vais essayer de ne pas dévier de la question, mais je veux attester de ce que Geneviève a dit, là. C'est sûr qu'au début, on parle à nos avocats, on parle aux gens, puis il y a un petit malaise à parler avec les compétiteurs de certains aspects. Puis je peux attester qu'à chaque semaine, plusieurs fois par semaine, je parle à des membres de l'équipe à Geneviève, si ce n'est pas Geneviève, des fois dans certains meetings. Fait qu'il y a vraiment un travail qui se fait par l'industrie. Fait que petit, moyen, grand contracteur, on est prêt à travailler avec tout le monde, je pense, pour amener ces objectifs-là à réussite. Un autre point que je voulais relever aussi de ce que Geneviève a dit, c'est on a en tout cas pour les méga projets civils, c'est pas mal la spécialité chez Econ, on a une vraie opportunité avec les modes de contrat collaboratifs d'amener tout le monde à la table. Donc, on signe un contrat avec notre client, on ne commence pas la construction, on discute pendant 1 an, mettons, comment est-ce qu'on va faire le projet? C'est là qu'on apporte des opportunités de décarbonation, de construction plus efficace, de réduction des émissions, qu'on discute coûts aussi, parce qu'il y a certaines initiatives qui ont des coûts. Puis le troisième point, puis vraiment plus lié à la question, un levier d'approvisionnement qu'on a, nous, c'est, on regarde les business cases puis je parlais d'une génératrice hybride tantôt, c'est un excellent exemple. Je pense qu'il faut vraiment qu'on commence à penser en coût de cycle de vie plutôt qu'en coût upfront. C'est sûr que si le fournisseur m'aurait approché et m'aurait dit, écoute, la génératrice hybride coûte quasiment 2 fois plus cher que ta location de génératrice thermique, je pense même pas que j'aurais ouvert la porte. On lui aurait dit, écoute, pas besoin de parler avec toi. Par contre, ils nous ont approchés en disant, oui, ça coûte 2 fois plus cher, cette génératrice-là, mais tu vas sauver jusqu'à 90% du carburant que tu aurais utilisé avec une génératrice thermique. Quand on regarde le coût du cycle de vie, pour nous, c'est bon, la location plus l'utilisation du carburant. On voit que sur l'échelle de notre projet, après 2 ans et demi, on sauve 250 000 $. Vous allez me dire, à l'échelle d'un projet d'1 milliard, c'est pas grand-chose. Oui, mais quand j'en ai 10 génératrices qui tournent, c'est 2,5 millions qui permettent d'augmenter la marge de profit, qui permettent d'amener plus de personnes, plus de ressources sur le projet. Fait que vraiment, je pense changer le mindset vers les coûts de cycle de vie plutôt que juste les coûts qu'il va y avoir à débourser upfront. Super. Excellent. Puis je vais vous amener peut-être lié un peu à ce que tu mentionnais, mais du côté diesel renouvelable, biodiesel, on a une question dans le chat qui porte sur pourriez-vous nous mentionner les principaux défis associés à l'utilisation du biodiesel dans des conditions hivernales, ainsi que des solutions envisageables pour atténuer ces effets-là? On sait qu'au niveau opérationnel, il y a quelques défis à ajuster selon la teneur du diesel renouvelable. Peut-être également, on peut passer du temps après cette question-là sur les défis d'approvisionnement du diesel renouvelable dont on a parlé dans l'autre webinaire, mais commençons sur les défis en conditions hivernales. Est-ce que l'un de vous a des mots à partager là-dessus? Clément, je te laisse aller parce que je sais que vous avez quand même pas mal travaillé avec ça. Là. Parfait. Fait que, oui, pour commencer sur les défis en hiver,
J'ai envie de dire que résultant d'un travail avec nos fournisseurs, nos principaux fournisseurs, euh, on se soucie même plus vraiment des enjeux de l'utilisation hivernale puisque il y a 4 ou 5 mélanges disponibles maintenant. Un mélange à 20%, c'est-à-dire qu'on 20%, mettons, d'huile comestible usée mélangée avec du diesel, jusqu'à un mélange à 100%. Nos fournisseurs automatiquement nous livrent le mélange à 100% en été quand les températures sont favorables. Puis, quasiment sans le savoir, quand les températures baissent puis qu'il commence à y avoir un risque de se rapprocher du point de congélation, change le mélange pour nous livrer un mélange plutôt à 20% ou bien retourner vers du diesel classique pendant l'hiver. Euh, Cependant, je veux mentionner que la recherche et développement là, de nos fournisseurs leur a permis de développer un mélange 50-50, fait que 50% de chaque type de diesel, qui sont capables de nous livrer en hiver, qu'on utilise à l'année longue sur nos chantiers, qui ne pose aucun problème. Comme je le mentionnais, c'est vraiment un carburant, là, c'est à ne pas confondre avec le biodiesel, qui nécessite des changements de réservoir, de filtres, de moteur, etc. Et le diesel renouvelable, c'est vraiment drop-in. On le mélange même avec du diesel classique, ils sont mélangés dans nos réservoirs. Euh, Aucun problème avec ça. Par rapport aux contraintes d'approvisionnement, puis peut-être que Geneviève, tu auras quelque chose à rajouter là-dessus. Euh, c'est sûr que l'entrée au pouvoir du nouveau gouvernement il y a quelques mois, puis l'abolition de la taxe carbone a comme chamboulé un petit peu le marché du diesel renouvelable. Nos fournisseurs bénéficiaient de beaucoup de crédits d'impôt liés à l'achat de ces carburants-là. Le marché, au cours des derniers mois, c'est comme recalibré. Puis, ce qu'on entend pour 2026, c'est qu'on devrait être capable, sur les projets qui consomment un volume important, d'avoir une parité tarifaire ou une quasi-parité tarifaire sur certains mélanges à l'échelle du pays. Fait que, il y a eu une petite période un petit peu difficile en termes d'approvisionnement. On l'a vu sur les chantiers qui l'utilisaient, mais à l'échelle du pays, actuellement, ça se replace très, très bien. Excellent. Peut-être, là, je sais qu'il nous reste environ un 6 minutes. Je serais curieux simplement de vous entendre les deux, évidemment, sur ce travail-là qui est assez fondateur par rapport à définir des stratégies de réduction des émissions pour les chantiers. Geneviève, tu l'as mentionné un peu en entrée de jeu, le rôle de l'Alliance, puis à quel point vous allez possiblement regarder d'autres enjeux par la suite des choses. Peux-tu nous mettre un peu plus de contenu sur là où est-ce que tu vois un peu ces travaux-là se ramasser? C'est quoi les prochaines étapes que les gens sur la ligne devraient surveiller? Oui, puis je voyais des questions, là, Marie-Lou Leclerc qui posait la question, est-ce que vous allez mesurer les émissions générées par les matériaux de construction, tout ça? C'est sûr que pour l'Alliance, la première étape, c'était comme de s'attaquer ce sur quoi on a vraiment comme le contrôle, le scope 1 et 2, puis le sujet de la décarbonation. On est tous des entreprises qui se sont engagées dans le défi carboneutre du gouvernement fédéral, fait qu'il y avait vraiment cette volonté-là d'aligner un peu plus nos feuilles de route entre nous. Là, on est déjà en conversation sur la suite des choses. Fait que là, on crée l'alliance, on lance le rapport, on le vulgarise, on en parle. On va essayer de le rendre un peu plus concret aussi, de le cascader dans la chaîne de valeur de nos entreprises respectives. Puis là, ben, sur la table, on parle beaucoup de matériaux, comme la question le mentionnait. Fait que là, tout ce qui est scope 3, là, approvisionnement, carbone intrinsèque, les matériaux. On parle aussi en ce moment beaucoup de valorisation, circularité des déchets. Tu sais, l'industrie est un grand générateur de matériaux, de déchets de construction. Est-ce qu'on est capable d'avoir un peu plus de réutilisation, de valorisation de nos déchets? Il y a des enjeux régionaux par rapport à ça. Fait que c'est vraiment, je pense, les deux gros sujets pour l'année prochaine pour nous, là, ça va être autour des matières résiduelles, puis tout ce qui est scope 3, carbone intrinsèque, puis matériaux bas carbone, ouais. Super, excellent. Puis, en fait, je clôturerais peut-être avec une des dernières questions qui est dans le chat par rapport à la mobilisation des différents sous-traitants et les partenaires opérationnels dans la démarche. Je pense qu'on ne dira pas assez souvent que les partenaires sur le terrain, que ce soit les membres de l'entreprise ou les gens avec qui vous faites affaire, ont un rôle excessivement important dans cette démarche-là. Pouvez-vous nous donner une perspective par rapport à comment bien les mobiliser dans ce contexte-là, puis s'assurer qu'ils font partie en tant que partenaires de cette transition? Ouais. Ben, je l'ai dit un petit peu plus tôt, là, tu sais, de ne pas hésiter à comme venir vers nous et tout ça. Mais, tu sais, je rajouterai un point là, qui a été mentionné dans la conférence en anglais. On apprend beaucoup hein, de nos sous-traitants et de petites entreprises.
La plupart des initiatives, en tout cas, qu'on a mis de l'avant ou qu'on propose, à la base, venaient de petits fournisseurs qui arrivaient avec quelque chose d'intéressant, de nouveau. On s'est associé avec eux pour les aider à comme avancer avec ça. Puis après ça, ben, là, il y a la force du marché qui fait que ça peut s'étendre à d'autres entreprises, puis que la bonne idée popule, là. Fait que je pense que, tu sais, à toutes les petites entreprises qui ont des idées, mais des fois, il manque le petit edge comme pour aller de l'avant puis l'offrir, tout ça, ben, je pense qu'il faut se parler. Puis des fois, on est capable en collaboration de mettre de l'avant certaines initiatives vraiment intéressantes. La plupart des joueurs dans le top 9 ont des équipes en innovation. Fait qu'on peut travailler les équipes Inno avec ces sous-traitants-là pour mettre de l'avant des initiatives. Clément, veux-tu ajouter quelque chose? Non, je pense que tu as amené ça à la maison, comme on dirait en bon français. Puis j'ajouterais Oui, peut-être oui. un dernier truc, Raphaël, parce que je voyais une question là, de Sarah qui posait est-ce que vous avez des revendications précises pour les gouvernements au niveau des subventions? Moi, j'ajouterais peut-être un élément. Il existe des subventions, des programmes qui sont super intéressants, mais qui sont souvent pas applicables pour notre industrie. On n'est pas une entreprise qui a des opérations qui sont fixes, dans un lieu fixe avec des opérations qui sont cycliques. On a des chantiers qui sont temporaires, on est mobile, on joue dans plusieurs régions, on a souvent des sièges sociaux puis des bureaux dans plusieurs provinces. Tout ça, souvent, c'est des obstacles administratifs pour nous pour accéder à des programmes, à des subventions, puis à déployer. Fait que moi, si j'avais un message au gouvernement, ben, en fait, j'en ai deux. Premier, c'est que quand vous déployez des programmes, pensez à nous, pensez à la nature de à l'architecture de notre industrie, premièrement. Puis deuxièmement, ben, les gouvernements, c'est des gros donneurs d'ouvrage. Chez Pomerleau, là, le secteur public, c'est la moitié de notre business. Fait qu'il faut que les donneurs d'ouvrage publics aient des critères très clairs quand ils lancent des appels d'offres, puis amènent le marché à se transformer en lançant un signal dans les appels d'offres. Je vais commencer par m'enlever sur mute. Clément, Souma, voulais-tu compléter sur quelque chose que tu souhaitais utiliser pour clôturer? Non, ben, je pense que le point d'appel au gouvernement est très, très bon. Geneviève l'a dit, on pense très peu, malgré que le gouvernement est pour nous bien plus que 50% de notre business, un énorme donneur d'ouvrage. C'est un exemple facile qui me vient à l'esprit, c'est on connaît les incitatifs pour les véhicules électriques. Il y a très peu d'incitatifs pour nous, même d'aller chercher certaines opportunités d'équipement, même plus gros équipements qui existent sur le marché, mais qui sont un petit peu plus chers. Puis, les amener sur le chantier, montrer que ça fonctionne, comme bâtir la demande, c'est sûr que ça pourrait être des programmes qui changent drastiquement ce qu'on fait au jour le jour. Fait que, oui, pensez à nous. Absolument. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de terminer ce webinaire-là avec ces deux interventions-là. Donc, Clément et Geneviève, merci infiniment de votre participation, de votre ouverture à réponse aux questions. J'invite tout le monde sur l'appel. Vous pouvez accéder au rapport et au résumé exécutif sur notre site web de l'accélérateur de transition. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Ça me fera plaisir d'avoir une conversation additionnelle. Mais avec ça, je clôture la rencontre d'aujourd'hui. Merci encore à nos panélistes et Michel d'avoir été là. Puis on se revoit la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Merci, Raphaël.